Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma avec un très beau film que vous allez découvrir dans un instant, un beau film qui s'appelle Météore, qui sortira le 8 octobre. Et tout de suite, je remercie la société de distribution Pyramide qui nous a permis d'organiser cette séance. Je vous remercie d'accueillir Hubert Charuel. Alors Hubert, bienvenue. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir présenter ton film ici à Pessac. Les gens le savent un peu, mais je préfère le préciser. Tu as quand même eu un énorme succès en 2017 avec le film Petit Paysan. 3 Césars, 500 000 entrées, gros succès également dans les festivals, beaucoup de prix. C'était il y a 8 ans. Alors j'imagine que de rebondir après un succès pareil, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas, tu vas nous dire. Qu'est-ce que tu as fait, parce que c'est quand même un peu long, peut-être 8 ans pour faire un nouveau film. Qu'est-ce que tu as fait pendant 8 ans? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivé à nous proposer Météore aujourd'hui? Bonsoir, pardon déjà je dis bonsoir et merci d'être venu, du coup ça fait plaisir de voir une belle salle. Bah, écoute, pour répondre à ta question de qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 ans, bah, y a plusieurs choses. Déjà Petit Paysan en effet a été un succès, il y avait l'idée de l'accompagner au maximum, il y avait un peu l'idée de se dire aussi, bon certes c'est mon premier film, mais un succès comme ça parfois ça arrive qu'une fois dans sa vie, donc je vais en profiter jusqu'au bout, quoi. Donc je l'ai bien essoré, voilà. Et donc tout ça prend du temps parce qu'il y a les Césars et puis après on l'accompagne et on l'accompagne à l'international et voilà. Donc tout ça en effet ça a pris quand même 2 ans, quoi. Ensuite moi j'ai fait un petit documentaire vraiment plus intimiste et vraiment l'idée aussi était de se dire ok c'était super le succès Petit Paysan, mais je crois qu'il y a un peu un besoin de refaire quelque chose de justement de très intime. Et donc ça m'a occupé un petit peu. Les vaches n'auront plus de nom. Les vaches n'auront plus de nom, exactement. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et ça a un peu reparamétré, on va dire, tout en fait. Et en effet, genre, mais qu'est-ce que je fais de ma vie et aussi la question de se dire, mais qu'est-ce que je raconte maintenant? Parce qu'en effet, au sortir de Petit Paysan, je pense qu'il y avait des idées. Et il y avait l'idée, justement, de se dire, tiens, je crois qu'après le monde paysan, j'ai envie de parler de là où moi j'ai grandi, et donc le territoire de Saint-Dizier, la ville où était tourné le film Météore. Mais sans vraiment savoir de quoi parler. Et il y avait tout de suite cette idée de se dire, mais comme si j'arrivais pas à avoir d'emprise sur quoi raconter, parce que me dire, est-ce que ce qu'on écrit maintenant, sachant qu'entre le moment où on commence à l'écrire et le moment où on va le réaliser, il va se passer 2 ans, mais à quoi va ressembler le monde dans 2 ans? Ça se trouve, on est déjà daté en fait, quoi. Il y avait toutes les questions. Moi, je me souviens avec Claude, ma collaboratrice, on se disait, mais est-ce qu'on leur met des masques, les personnages? Enfin, il y avait toutes ces questions-là. Et puis tout a pris du temps, et ça a pris du temps parce que aussi je pense qu'il fallait digérer le succès, et qu'il y a quelque chose qui m'a... En effet, au début, on n'y fait pas attention, mais il y a la question après le succès de se dire, et alors le deuxième projet? Et avant même que Petit Paysan soit un succès, on me posait tout de suite cette question, et je pense qu'en effet, il fallait un peu redescendre et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et il y a eu un moment où je suis parti sur un projet un peu ambitieux, et à me dire mais en fait je crois que j'ai pas envie de faire ça et que j'ai envie de me sentir libre dans ce que je fais, et donc il y a juste eu ce moment où il y a eu la nécessité, retrouver ce même, on va dire, instinct, cette nécessité à raconter cette histoire-là, et donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Bon, on en parlera de toute façon tout à l'heure. Je précise que le film a été écrit une fois de plus avec Claude Lepape et ce coup-ci co-réalisé avec elle également. Exactement, ouais. Bonne projection, et on se retrouve à la fin du film pour parler de tout ça. Bon, alors on va vous laisser vous remettre de vos émotions, et puis bien entendu, vous aurez tout loisir de vous exprimer, de dire ce que vous avez pensé de ce film, de poser des questions à Hubert, parce que quand on fait un film, on passe beaucoup de temps tout seul, loin du public, et donc les réalisateurs et les réalisatrices sont très friands de vos retours, donc, y compris dans les salles tout à l'heure. Vous pourrez envoyer des questions et des avis. Alors Hubert, pour commencer, je vais commencer à poser quelques questions évidemment. Pour commencer, j'ai envie que tu nous dises un peu, on parlait tout à l'heure de Petit Paysan, donc ce film-là est plutôt relié à tes courts-métrages, comme on le disait. Diagonale du vide, qui était ton film de fin d'études en 2011, qui a fait beaucoup parler de lui en festival, et puis Canada. L'un des 2 films, Diagonale du vide, c'était l'histoire de 2 jeunes de 17 ans. Canada, l'histoire de 2 jeunes frères également,
Donc là, on est sur un duo, un trio. Il y a beaucoup de points communs entre Météor et cet univers-là d'avant Petit Paysan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette envie que vous aviez de renouer avec alors, beaucoup de choses, des personnages en autarcie, une jeunesse qui se pose des questions. Et peut-être j'ai envie que tu commences de nous parler de la question du territoire. C'est quelque chose qui, dans ton cinéma en général, on sent très important, et en particulier dans ce film-là. Donc en effet, le point de départ de Météor, c'est de parler du territoire. En effet, mon premier court-métrage, lui, s'appelait Diagonale du vide. Donc moi, c'est toujours une thématique qui m'a intéressé. Et ça, je pense que c'est... voilà, moi, j'ai fait une école de cinéma. Bah, j'ai fait la FEMIS. Donc je suis vraiment parti de la ferme de mes parents, on va dire, et où je suis arrivé à Paris, et où en ayant le sentiment que... aussi avec ce truc un peu de cacher mes origines, un peu complexé, en se disant ok, j'arrive, voilà, vraiment le petit provincial qui débarque à Paris, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte là-bas que finalement mon parcours était atypique, et de cet atypisme était l'endroit où était un peu ma force, on va dire, d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte que là où moi j'avais toujours considéré grandir, et j'avais vraiment le même discours que ce qu'ont Dan et Mika, c'est-à-dire que moi j'ai grandi en Haute-Marne, la seule chose que je voulais faire en Haute-Marne, c'était m'en barrer. Et en même temps, je me suis rendu compte que les histoires que j'y ai vécues, les gens avec qui j'ai grandi, bah, finalement, en fait, ça a intéressé mes camarades, on va dire, quoi. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, oui, mais en fait, je crois que c'est ça, j'ai envie de parler de cet endroit. Donc finalement, à cette époque-là, en plus, on parlait vraiment extrêmement peu. Donc il y avait l'idée de se dire, le territoire de jeu de Saint-Dizier, moi je pense qu'aussi j'ai un truc extrêmement... je suis intimement lié à Saint-Dizier, c'est là-bas qu'était le cinéma. Moi, c'est là-bas que j'ai découvert le cinéma, et donc c'est aussi là-bas qu'est né mon désir de faire du cinéma. Et donc, il y avait en tout cas je pense que le fait d'être un peu obnubilé comme ça à Saint-Dizier, puisqu'en effet, le premier truc que j'ai voulu faire après Petit Paysan, c'était aller tourner un long métrage à Saint-Dizier, je pense que ça vient de là. Et après, il y a le territoire, et évidemment, il y a une dimension aussi extrêmement personnelle. Et quand je disais tout à l'heure que Petit Paysan partait en tout cas d'un besoin viscéral, en tout cas en effet de parler du milieu dans lequel moi j'ai grandi, bah en fait, Météor, il y avait l'idée de parler du territoire, et là où l'idée est devenue nécessaire, en tout cas, de la raconter, c'est moi, mon cousin, avec qui j'ai grandi, et qui souffre des mêmes problèmes d'addiction de Daniel, et où c'est quelqu'un qui m'a aussi accompagné dans cette histoire du cinéma, qui jouait dans Canada, qui jouait dans Diagonale du vide, et où en fait, à un moment, je me dis... C'était rigolo dans Canada et dans Diagonale du vide, c'était des comédies. Je fais aujourd'hui, ça me fait plus rire en fait. Et donc il y avait vraiment l'idée aussi de se dire, on va partir de quelque chose. Et le mouvement de Météor est construit de cette manière, c'est-à-dire avec une grosse bifurcation au bout de 15 minutes, où en effet, à partir du moment où on parle de la cirrhose, ce n'est plus drôle. On voit dans Canada à la fin, quand les deux frères sont dans la voiture, ils sont comme ça dans une solitude, une autarcie, une angoisse un peu par rapport à l'avenir, et puis on entend les parents qui disent bon, vous venez manger. Donc il y a quand même la comédie là aujourd'hui, comme effectivement il y a plus il y a aussi ce choix de, par exemple, moi j'aimerais bien parler de comment tu travailles avec Claude Lepape sur l'écriture, hein, parce qu'il y a quand même ce choix. Par exemple, si on parle de ces personnages là, on ne sait rien d'eux, on ne connaît pas les parents, les frères, les sœurs, on ne sait pas comment ils sont dans cette maison, pourquoi ils sont dans cette maison. C'est un choix très fort là que vous avez fait. Oui, en fait, pour être honnête, à la base, c'était dit. À la base, on disait, ok, dans le scénario, c'était écrit Dan, Mika et Tony se connaissent depuis la maternelle. On a réécrit plusieurs fois cette séquence d'introduction qui serait passée à l'école maternelle où ils avaient tous le même âge. Puis après, en fait, quand on a trouvé les comédiens et qu'il y avait quand même un vrai écart d'âge entre eux, on s'est dit, bon, ok, il faut peut-être qu'on montre qu'il y a quand même un écart d'âge entre les trois. Et puis surtout, on a choisi un acteur avec un accent marseillais, et là on s'est dit, je pense que ça va être compliqué de faire croire qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc du coup, en effet, on a décidé de se dire, mais moi, à un moment, en fait, je me souviens, on était à table on devait faire cette séquence avec des petits, on avait trouvé des versions mini des trois là,
Et en fait, je voyais Paul et Idir se raconter vraiment des bêtises et tout ça, faire des canulars téléphoniques et tout. Enfin bon, bref, je me suis dit non, mais en fait, le début du film, c'est ça. Et à un moment, soit on n'adhère pas. Mais à un moment, moi, savoir exactement d'où ils se connaissent, je m'en fiche. La seule chose qui est vraiment certaine, c'est que il faut que je me dise que très vite, j'ai envie d'être avec ces garçons. Et voilà, peu importe quelle est l'origine, voilà. Et en même temps, finalement, là où c'était fort, c'était de se dire, on ne sait pas. Soit on monte dans la voiture avec eux, on va dire, soit voilà, bah, si ça prend pas, je peux le comprendre aussi. Et aussi de se dire, ben voilà, cette histoire, elle est universelle et que on peut aussi se reconnaître. Justement, il n'y a pas besoin d'extrêmement contextualiser l'endroit où ils sont, qui sont leurs parents. Et voilà. Et après aussi, je pense que, bon, ça va peut-être l'objet d'une autre question, mais le fait qu'il n'y ait pas de parents, tout ça, raconter quelque chose socialement du lieu et de ses personnages. Et alors, comment est-ce que vous travaillez avec Claude? Comment vous êtes complémentaires, j'imagine? Comment vous avancez à deux, justement? Parce que ça a été très long, j'imagine, d'écrire un long métrage. En fait, c'est ça, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, Claude est écrit à la collaboration à la réalisation, mais en fait, en vrai, son rôle était quasiment déjà le même à l'époque de Petit Paysan. Le seul truc, c'est que Petit Paysan a été fait, justement, tout à l'heure tu parlais du succès. Je veux dire, nous on était très loin de s'imaginer que ce film puisse avoir le succès qu'il a eu. Et d'un coup, je me retrouve à parler des journalistes, je la cite à chaque fois et tout ça, mais en fait, on en revient toujours au fait que c'est un film d'Hubert Chervel. Et en fait, Petit Paysan, c'est pas qu'un film d'Hubert Chervel, c'est un film d'Hubert Chervel et de Claude Lepape. Donc, même si on va dire on est une forme de co-réalisation, mais qui pas à part égale, bah, c'était hyper important en tout cas en effet qu'elle soit créditée en tant que telle. Et donc comme ça me permet d'introduire. Et la manière dont on fonctionne, c'est que j'arrive avec l'idée, j'arrive avec le sujet, ce dont va parler le film, j'arrive avec les personnages aussi. Attention, j'arrive avec une base de personnages et quelles vont être les relations les uns avec les autres. Et ensuite, on crée ensemble. Et après, une fois que le scénario est écrit, et on a vraiment écrit 50-50, là par contre, moi je pars dans les démarches de casting seul. Par contre, une fois qu'on a fait un premier tri, on va dire, une fois qu'on commence à rentrer dans le concret, Claude intervient. Et ensuite, on commence à parler des castings ensemble. Et en effet, on ne peut pas dire qu'on... Voilà, c'est ça en fait. C'est que en fait, Claude ne choisit pas. En fait, je suis en charge des choix et des responsabilités, on va dire, mais Claude est toujours la personne qui m'accompagne. Et aussi, Claude a cette particularité qui est que c'est la scénariste, mais elle est là tous les jours sur un plateau. Et on va dire que ça permet justement d'avancer ensemble, quoi. C'est-à-dire que nous, on écrit les personnages. Voilà, Claude, c'est une personnagiste, c'est une dialoguiste, et on travaille comme ça. Et du coup, finalement, aussi, c'est ce qu'on disait, c'était que les personnages, c'est aussi les gens qui vont l'interpréter. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'elle soit là dans le casting et qu'elle, sa vision, en tant que scénariste, elle ne soit pas, je veux dire, trahie par la version du réalisateur aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord que le personnage, ce soit aussi cette personne-là qui va l'interpréter. Et sur le plateau, c'est extrêmement utile parce que, voilà, il y a des fois aussi, il faut réécrire sur place. Comme je disais, on était sur un film qui était quand même compliqué à faire. On n'a pas eu énormément de budget. Et en fait, il y a des choses qui coûtent cher dans ce film mais qui ne se voient pas. Le fait de tourner, par exemple, beaucoup de nuits. Donc, ce qui fait qu'on nous retire des jours de tournage. Et ça, on a toujours été obligé de se réadapter. Bah, quand on a la co-scénariste qui est sur place, y compris en termes de mise en scène, c'était hyper important de pouvoir se réadapter aussi avec les comédiens. Et ensuite, il y a cette dernière phase, le montage, où là, comme je le disais, en plus, on était très contraints parce qu'il était très important du point de vue des financeurs et de la production de présenter le film à Cannes. Oui, il y a un certain regard, je ne sais pas si je l'ai dit, le film a été sélectionné à un certain regard. Donc on a monté très rapidement, et là, en effet, à un moment, en montage, on finit par un peu ne plus avoir le regard vraiment très frais. Donc là, en effet, Claude intervient aussi pour un peu nous ramener à la raison, on va dire. Et alors, il y a quelque chose de très malin, j'ai trouvé dans le film, en termes de, si on parle que du scénario. Alors, dans Petit Paysan, l'administration était vue un peu comme cruelle. Là, il y a beaucoup de personnages secondaires qui font partie de l'administration, des médecins, des addictologues, des avocats, des magistrats.
à la fois, la peinture qui est faite de l'administration a changé, elle n'est pas que cruelle, elle est presque dépassée ou inadaptée. Et en même temps, ce sont tous des personnages qui, scénaristiquement, sont précieux à l'histoire parce qu'ils nous redonnent les enjeux de chaque personnage. Là, dans 3 ans, vous avez plus que la vie, ça s'arrête dans 3 ans. Vous avez 6 mois pour faire vos preuves. Et j'ai trouvé ça hyper malin parce qu'à la fois c'est très enfoui dans le scénario et en même temps c'est très utile pour capter le film. En effet, merci en tout cas, mais de le souligner. Mais c'est vrai qu'on avait un peu un problème de double quête, on va dire aussi dans le film, c'est-à-dire même de triple, voire de quadruple, c'est-à-dire à la fois c'est l'histoire de personnages qui doivent se sortir de leurs problèmes, on va dire même financiers et juridiques. À la fois, il y a le problème d'addiction, parce qu'en effet, finalement, l'histoire de fond, c'est quand même Mika va essayer de sauver Daniel de son addiction. Et en même temps, à l'intérieur de tout ça, les gars chassent un poisson, perdent un chat. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai quand même d'avoir aussi ces personnages qui à un moment reposent. Alors attention aux spectateurs. Les enjeux, c'est quand même ça. Ça permet aussi de se libérer l'esprit pour être plus avec eux. Et en même temps, de le faire, on va dire, de manière un peu plus... Nous, le vrai travail de scénario, il est justement comme tu le soulignes, c'est-à-dire exactement ça, c'est-à-dire essayer de le faire sans que ça se voit trop, d'une certaine manière. Donc c'est comment on peut être quand même clair. En effet, vu qu'on avait plein d'enjeux, il fallait quand même que ce soit un peu clair, sinon, moi, c'est vrai que j'ai un peu un problème aussi. Quand les films, je ne comprends pas exactement quels sont les enjeux, et en fait, je passe à côté de plein de choses, parce que justement... Je me dis, attends, je comprends pas exactement le truc, machin. Alors que si on m'avait dit dès le début, et je sais que des fois j'ai ça avec les films, je me dis, ah oui, mais si j'avais su ça dès le début, mais peut-être qu'en effet, ok, c'est peut-être pas hyper... Enfin, je veux dire n'importe quoi, mais s'il y a un carton au début qui m'explique qui est quoi, des fois on va se dire, voilà, on va dire quand on est les personnes qui faisons le film, on se dit, ouais, c'est un peu facile de faire ça quand même, quoi. Et en même temps, si l'important, par exemple, c'est en effet... le jeu des comédiens, si je suis pas trop perdu dans l'histoire, peut-être que je serai directement un peu plus avec eux. Et alors par rapport à ce thème central du film, il y a 2 gros thèmes dans le film, on va dire, mais l'addiction à l'alcool. Comment avec Claude vous avez envisagé ça? J'imagine parce que c'est un thème lourd, délicat. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas? Qu'est-ce que vous vouliez? Comment vous avez envisagé ce... En fait, le truc qui était certain dès le début, c'est qu'on avait envie de parler de cette maladie. Et l'autre chose qui était très claire, c'est que ce soit Claude ou moi, à des degrés divers, on a été confrontés à des proches qui étaient alcooliques ou qui sont alcooliques. Et tout de suite, on s'est dit, moi par exemple, mon cousin, je ne sais pas ce que c'est sa vie quand il est seul. Et donc tout de suite, on s'est dit, nous, on veut parler de cette maladie, mais en même temps, on se sentira jamais légitime de rentrer dans le point de vue de celui qui subit la maladie. Et c'est pour ça que dès le début, on s'est dit, ok, notre point de vue, nous spectateurs, ça va être celui qui est à côté et qui veut essayer de s'en sortir. Parce qu'en tout cas, on se disait non, moi, mon cousin, je ne sais pas à quoi ça ressemble quand en fait on s'est dit au revoir et qu'en fait il va se coucher et qu'est-ce qu'il fait et en fait comment il est dans sa tête. Moi ça, je ne me sens pas légitime d'essayer de le raconter parce que c'est une part d'intimité à laquelle moi je sais que je n'ai pas accès. Et donc avec Claude, c'était hyper important pour nous de se placer en effet dans ce rôle de témoin et de ce rôle de témoin où on s'est tous confrontés à ça, c'est-à-dire d'essayer de sauver l'autre et de cette espèce de constat qui est insupportable, de se dire en fait je ne peux pas. Je peux essayer des choses, mais en fait rien de ce que je fais moi ne permettra d'inverser la tendance. La tendance, elle doit changer de la personne qui est directement concernée. Et donc on a tout de suite envisagé et que c'était hyper important pour nous de raconter. Claude le dit comme ça, elle dit c'était hyper important qu'on sente dans le film qu'il n'y a pas de quand on veut on peut. C'était je crois qu'un truc, voilà, c'est genre non, en fait ça suffit pas d'y croire, ça suffit pas d'espérer, non, en fait c'est plus compliqué que ça. Alors pour porter des choses aussi subtiles, donc c'est un film de personnages. On va parler du casting. Tu en as un peu parlé, mais quand même, moi j'aimerais comprendre un peu comment ces 3 acteurs magnifiques
Comment tu les as trouvés? Et puis il y a les trois personnalités. Donc c'est des acteurs qu'on a vus au cinéma récemment et je pense qu'on va voir beaucoup. Je pense qu'Idi Razzougli, il y a avant et après Météor, à mon avis. Et je le lui souhaite en tout cas. Et puis il y a une alchimie aussi entre les trois. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as trouvés? Comment vous les avez Donc, comme je le disais un peu quand on parlait de scénario tout à l'heure, on cherchait 3 personnages qui avaient le même âge. Donc, avec le directeur de casting, Antoine Carrard, on a fait, c'est pas dur, il a un logiciel, et on a marqué recherche, acteur, homme, entre 25 et 35 ans. Et là, il y a une liste qui sort, et on les a tous vus. Wow. Et oui, ça faisait pas mal. Donc j'avoue, là, je remercie Antoine Carrard qui en effet a aussi fait on va dire les premières passes, on va dire. Oui, on en a vu je sais plus combien. Et plus d'une centaine de toute façon, quoi. Et surtout là où ça démultipliait un peu les possibilités, c'était que j'avais pas envie d'astreindre quelqu'un à un rôle. Donc parfois, on les faisait passer par 2 et en effet, on les faisait passer sur plusieurs rôles en même temps. La seule personne qui est ressortie vivante de ce processus, c'est Salif Cissé, dans le rôle de Tony. Et voilà, et j'ai vu, et je le dis, c'est que j'ai vu énormément d'acteurs talentueux. Il y a des gens qui ont fait des choses vraiment extrêmement bien, mais c'est toujours pareil. Parfois, le réalisateur a une idée, un truc, et on n'y était pas tout à fait. Mais Salif, c'était une évidence tout de suite. Il y avait un truc de charisme, il y avait un truc d'assise et de voix et aussi de quelque chose d'assez rassurant chez Salif, et aussi il arrivait à mettre quelque chose d'assez inquiétant, et tout ça mélangé faisait que je me disais voilà, en fait on a vraiment les deux points, les deux extrêmes de Tony, quoi. Celui qui sauve et en effet celui qui en effet qui quand même est là où il en est aujourd'hui, et que ça n'a pas dû être facile, et que quelqu'un qui peut être dur aussi, et voilà. Et après quand même j'en ai qu'un sur les 3. Et on trouve pas, et à un moment on regarde le théorème de Marguerite de Anna Novion, parce que c'est le même chef opérateur que Météor. Et là il y a en effet Idi Razzougli qui a 2 ou 3 scènes. Et on se regarde, et là Claude me dit, mais vous l'avez vu lui? Je fais mais non, on n'a pas vu cette personne. Et dedans il a un truc hyper... il a 3 scènes. On s'en souvient. En fait, il y a un truc où il marque parce que, pareil, là, il a un côté. Il est censé jouer quelqu'un qui paraît inquiétant, puis en fait, se révèle être plutôt gentil, mais un peu à côté. Et surtout, il a un truc de regard qui nous attrape tout de suite. Et ce qui a fait la différence, c'est que il était drôle. Et on s'est dit quand même, ce mec a un truc. Et donc, j'appelle Antoine Carrard. Je lui dis, mais pourquoi on n'a pas vu Idi Razzougli? Il me dit, parce que là, il tourne sur la série d'Olivier Marchal. Il est hyper occupé, mais on va organiser le casting, c'est prévu. Donc il est venu plus vite que prévu, on va dire. Et en fait, Idi arrive. Et donc nous, quand on fait un processus de casting, ce qu'on fait, c'est que généralement, on leur envoie le scénario et puis 2 scènes à apprendre qui ne sont pas dans le scénario, parce que comme ça permet de ne pas épuiser le matériel, on va dire, quand on sera en tournage. Idi arrive, on s'entend très bien. Il fait les 2 scènes, il est parfait. Et on fait les 2 scènes, et juste après, il commence à nous poser des questions sur le scénario, mais genre sur des trucs d'histoire, comme s'il l'avait pas lu, quoi. Et donc à un moment, on lui dit, mais tu l'as lu le scénario? Il fait, non, je l'ai pas eu le scénario. Et là, on s'est dit, ok, donc le mec fait les scènes hyper bien, mais il connaît pas l'histoire du truc, donc on s'est dit, bon, je crois qu'on a une sorte d'évidence là qui est en train d'arriver. Et Paul Kircher, il rentrait pas du tout dans notre ligne de recherche, puisque Paul, à ce moment, il a 20 ans, 21 ans. Et voilà. Et j'ai vu dans le film de ce réalisateur-là, Thomas Caillet, Le règne animal. Je ne sais pas si vous Attention, connaissez réalisateur Thomas Caillet. Pessac. Je ne sais pas. Et voilà, donc je l'avais vu dans le film de Thomas, et Paul, en fait, sans me dire il nous faudrait Paul, mais en fait ce que je disais c'était, il nous faudrait quelqu'un comme Paul Kircher, mais en plus vieux. Et ça n'existe pas. Donc, de semaine en semaine, et à voir que quand même, en fait, je ne trouvais pas de Mika, commençait à se dire, peut-être faudrait... et alors? En fait, pendant 3 jours, je me suis dit, bon, et alors, imaginons, il est plus jeune. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers Claude, je fais... Et donc, Paul Kircher, mais pas plus vieux, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait, mais je comprends pas le truc, là.
Et en fait, à un moment, je sais pas, un jour, elle m'a dit, en fait, j'ai écouté je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Elle m'a dit, j'ai écouté une musique de putain, je vais pas retrouver son nom, un mec qui faisait de la musique conceptuelle dans les années 70, électronique. Bon, bref. Ça va pas moi. Elle me dit, en fait, j'ai pensé à Paul et d'un coup, je me suis dit, mais carrément, en fait, je vois ce que tu veux dire. On a appelé Paul. Paul était disponible pour lire le scénario. Il a bien aimé. Il voulait venir passer des essais. On s'est rencontrés et voilà. Et Paul, voilà, trois regards avec Paul et il y a un truc assez évident, pareil, quoi, qui nous attrape et on était séduits. Et puis voilà. Et donc ça, d'abord, on avait nos 3 personnes. Je suis très long sur le casting, mais je suis tellement content d'être avec. C'est un peu au cœur du film. Mais voilà, c'est le cœur du film, donc je développe. Et en fait, après, la question, c'était comment on va travailler l'alchimie. Et donc, tout de suite, on avait dit au producteur, on va devoir créer une amitié. Donc, il va falloir qu'on travaille. Donc, bien en amont du tournage, il va falloir qu'on fasse des grosses sessions de répétition. Donc, on avait réussi à négocier 2 semaines de répétition sur place, ce qui est beaucoup aujourd'hui, parce que les comédiens, quand même, il faut qu'ils soient disponibles. Et c'est pas si simple. En effet, comme je vous dis, par exemple, Idi Razougli, quand il tourne dans Pax Massilia, il signe des contrats où ils par exemple, ils se mettent à disponibilité pendant 8 mois où ils n'ont rien le droit de faire d'autre. Donc, quand on commence à croiser les agendas de tout le monde, ça peut finir par être injouable. Donc là, ils se sont rendus disponibles. Et le truc, c'est qu'en 3 jours, on a vu que l'alchimie, ils étaient en train de la créer eux. Et après les répétitions, Salif et Paul, ils sont partis voir Idir à Marseille. Enfin, il y a une amitié qui était en train de se créer, quoi. Et ce que je disais, c'est que ça a vraiment changé, même nous, le dispositif de mise en scène, parce que là où on avait tout axé au tournage autour de comment on va recréer cette alchimie et il faudra qu'on soit malin sur comment on va faire, d'un coup, c'était OK, là, il y a un truc qui s'est passé entre eux. À nous de savoir le capter. Et du coup, ça a un peu changé notre manière de faire. Et alors j'ai une question, moi j'ai entendu parler d'une chose sur le casting des petits rôles, qui en termes de mise en scène, je trouve ça très intéressant. Tu as dit que, ou c'est peut-être Claude qui disait, vous avez créé une safe place pour les comédiens. C'est-à-dire qu'en fait les petits rôles sont souvent tenus par des gens, des techniciens de l'équipe, n'est-ce pas? Oui, alors tu peux nous expliquer un peu le... Oui. En fait, c'est ça, c'est que tout ça, c'est venu, mais même des premiers courts-métrages. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je tournais... En fait, je me sentais pas légitime de parler des vrais comédiens sur mes premiers courts-métrages. Donc c'est comme ça que j'ai demandé à ma mère, à mon cousin de venir jouer les rôles principaux. Et en fait, de film en film, on s'est rendu compte que finalement, ces acteurs non professionnels, c'était aussi... moi, c'est comme ça que j'ai abordé la mise en scène et que ça faisait partie de notre ADN de réalisateur, on va dire, quoi, de la manière dont on fait des films. Mais en fait, on s'est rendu compte, et ça, plus on ajoutait des acteurs professionnels dans les films, et on voyait que ça changeait leur rapport quand on leur adjoignait, on va dire, des acteurs non pros. Et c'est vrai que nous, en fait, quand on fait des films, ce qu'on cherche, forcément, c'est la fragilité, c'est l'accident, c'est l'inattendu. Et parce que forcément, parfois, les acteurs, forcément, quand on refait un peu les mêmes choses, finissent par s'installer une certaine routine. Quand on les met avec des non-professionnels, il y a toujours un truc inattendu qui va se passer. Et donc, même eux, ça les sort tout de suite de leur zone de confort. Il y a un truc plus instable. Et ça, du coup, c'est hyper payant. Et en effet, donc... il y avait la safe place, là, justement, quand on en parlait. En effet, il y avait l'idée, donc on savait que sur Météor, moi je l'ai redemandé à mes parents et tout ça. Et en plus, il y a un truc qui est un peu marrant, c'est que du coup, les comédiens professionnels, mes parents, ils sont tellement habitués à tourner avec nous, quand ils arrivent sur un plateau, au début, les acteurs se disent, mais ça va quand même, tes parents, ils sont à l'aise. Mes parents, ils connaissent tout le monde depuis 15 ans ici, donc ils sont même plus à l'aise que les acteurs professionnels. Et donc ça commence comme ça. Et en effet, on a passé un cap avec les gens de l'équipe. Donc Célie Valdener, qui est la première assistante réalisatrice, c'est elle qui joue la flic qui interroge Paul. Claire Langman, qui est la directrice de production, elle fait la juge. Enfin voilà, il y en a plein des rôles comme ça dans le film qui sont en fait tenus par des gens de l'équipe. Et ça, c'est vrai que ça amène autre chose parce que... par exemple, Claire et Célie, c'est des figures d'autorité sur un plateau. C'est des figures, c'est pas forcément les supérieurs hiérarchiques des acteurs, mais c'est une figure d'autorité. Et d'un coup, de les mettre dans les baskets d'acteurs et d'actrices, ça casse ce truc. Et en fait, on voit que tous les gens de l'équipe
sont en mode hyper, en mode ludique sur le côté. Bon, bah vas-y, on va aller voir ce que donne la directrice de production. Du coup, ça crée un esprit de groupe, et y compris auprès des acteurs, où d'un coup, ils sentent qu'elles sont en une situation de fragilité, on va dire, d'une certaine manière. Et du coup, en effet, il y a un truc de... Ça constitue encore un peu plus, on va dire, un esprit d'amitié, de groupe, enfin voilà, de solidarité, en tout cas dans le groupe. Et ça, c'est vrai que ça permet de créer un peu cette safe place, comme je dis. Moi, mon seul travail, c'est que quand on fait des films, évidemment qu'on passe notre vie à résoudre des problèmes. Il faut être juste le plus étanche possible pour les comédiens, et qu'eux se disent, voilà, leur métier, ça s'appelle jouer, bah, faut qu'ils aient vraiment toujours l'impression qu'ils sont en train de jouer, quoi. C'est très intéressant, je trouve. Merci. L'autre grand thème du film, c'est l'aspect un peu social ou politique du film sur les déchets nucléaires dans la région Grand Est. Ça faisait partie aussi, j'imagine, du projet initial. C'est pas arrivé après dans le... Tout à fait. Et justement, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait beaucoup de quêtes aussi dans le film, nous aussi, il y avait, comme je l'ai dit, à la fois il y avait la volonté de parler du territoire, et en effet la question des poubelles nucléaires était un peu au centre, et il y avait l'idée de parler de mon cousin. Et à un moment, c'est un ami qui a un peu uni ces deux sujets sans s'en rendre compte, mais il dit on dirait des gens et un territoire qui s'intoxiquent pour survivre. On se dit, bah voilà, en effet, c'est ça, c'est exactement ça. Et en effet, moi j'ai grandi dans ce département, j'y suis extrêmement attaché. Comme je disais, voilà, moi c'est comme on disait, c'est l'après 30 glorieuses. Saint-Dizier, c'est vraiment les villes qui ont subi la désindustrialisation plus. Le département, il est dans une crise démographique vraiment qui ne fait que de s'accroître et qui est terrible. Et en effet, la seule chose qu'a trouvé ce territoire un peu pour survivre économiquement, c'est d'accueillir les centres de stockage des déchets nucléaires. Et sachant que c'est déjà un département qui accueille le lac du Der, là où on relâche Montmédic, c'est un lac artificiel qui a été créé où on a rasé des villages pour éviter la crue de la Seine. Bon, ça fait beaucoup quoi, pour le même territoire. Et en plus de ça, en effet, c'est la BA 113, c'est là où il y a des rafales. Donc, et on voit les rafales dans le film. Voilà, on est aussi une zone où les gens ils vivent avec des bruits de rafales juste à côté. Juste ça commence. Moi, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien les déchets nucléaires. Bon, même si j'ai mon avis, mais surtout, je me dis qu'est-ce qu'on vous a fait en fait pour que vous veniez foutre toutes vos saloperies chez moi en fait. Enfin, voilà. Donc ça partait quand même aussi d'un sentiment de colère, quoi, un peu quoi. Alors, on va prendre les questions de la salle, et puis de ville en ville également dans les autres cinémas. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur le téléphone, on a vérifié qu'il fonctionne, ou simplement pour vous donner votre ressenti sur le film. Est-ce qu'il y a une question ? Peut-être en attendant, tu peux nous parler des... Ah, il y a une question ? Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, bonjour. Juste le titre, je ne comprends pas. Alors, Météore. En fait, à la base, le film, au début de l'écriture, c'était un film catastrophe. Il y avait vraiment des chutes de météorites et tout sur Saint-Dizier. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les personnages m'intéressaient plus que l'action. Donc, avec Claude, on s'est dit, on réfléchira plus tard au titre. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que il y avait une forme de poésie dans Météore qui finalement collait au film. Et d'un coup, on s'est dit, mais le météore, c'est Daniel, en fait. C'est lui, cette espèce d'objet céleste là qui sort de nulle part et dont la trajectoire semble être une chute. Et tout ça un peu dans une forme de flamboyance et dans quelque chose qui nous éclaire dans la nuit, quoi. Et puis il y avait vraiment aussi ce symbole de se dire, moi je vois une amitié, une espèce de bloc soudé qui finit aussi par se fragmenter et qui finit par exploser. Et puis il y a un rapport avec une marque de bière qui apporte à peu près ce nom. Là c'est pas un S. Mais... Voilà. Il y a le logo de la bière d'ailleurs dans le film. Non, ce n'est pas le logo de la bière. Non, pas du tout. Vous vous êtes trompé. Il y a une question aussi au premier rang. Alors le coup de la... Pardon ? Le coup de la lettre à la fin, c'était pas mal parce que quand on voit qu'il retrouve le poisson,
on se dit quand même, ça serait bien qu'il n'y ait pas que le poisson qui ressorte. La question. C'est bon. Ah, c'était une remarque. Eh ben, je peux rebondir sur la remarque. Oui. Après, en fait, c'est que, oui, je suis d'accord avec vous. Et justement, l'un des points de départ aussi, je pense que c'était cette lettre. Tout à l'heure, quand je parlais moi, de mon proche qui est alcoolique, moi, je crois que le film, on a parlé du territoire, mais à un moment, je me dis, mais en fait, c'est comme si je pouvais imaginer un message qui pouvait lui changer la vie, et je le sais, moi je l'ai dit, je sais que ça ne changera pas, mais si je pouvais faire une inception de quelque chose, et si ce film on pouvait imaginer que ça marcherait, ce serait ça. Et c'était la lettre de fin. Franchement, je crois que le premier truc qui a été écrit dans ce film, c'est la lettre qui est lue à la fin. Et c'était impossible pour moi que ça se termine pas comme ça. Oui, merci beaucoup pour ce film qui est très très tendu dès le début, avec toute la séquence du vol du chat. Voilà. Et en fait, moi, je voulais revenir juste sur le titre, parce qu'en fait, les météores, à un moment donné, il y a une petite séquence radio qu'on entend. Et on entend que c'est toute cette tension qui est portée sur... C'est un couple d'amitié, mais ça pourrait être un couple où l'accompagnant qui voit la catastrophe arriver, la seule chose qui lui pointe au bout du nez, c'est que tout ça explose pour que ça reparte autrement. Tout à fait. Et c'est écrit dans la lettre après. Tout à fait. Et en effet, c'est vrai que moi j'aime bien, et ça en effet c'est une dimension qu'il y avait un peu dans mes courts-métrages, j'aime énormément aller chercher des extraits radio, des choses comme ça qui collent. Et donc en effet, quand on commence à se plonger dans les podcasts et des choses comme ça, et souvent on est surpris parce qu'il y a des choses... franchement, je veux dire, on pourrait croire que c'est scénarisé tellement on a l'impression que c'est la symbolique de ce qui est en train de se passer dans le film. Donc, en effet, quand on entend une phrase comme ça dans un obscur podcast qu'on a entendu, on se dit, évidemment, en fait, que ça a sa place. Donc, tout ça aussi, finalement, l'histoire de pourquoi Météore, pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est vrai que... oui, vous l'avez très bien révélé, la catastrophe qu'on voit arriver, et en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. En effet, c'est complètement résumé par ça, et c'est même mieux résumé par vous que ce qui est dit dans le podcast, en fait. Mais il y a un peu ces accidents-là, et même nous, on a remis des posters d'espace. Il y avait aussi toute cette dimension nocturne aussi, des étoiles. Finalement, on n'en voit pas beaucoup des étoiles, mais finalement, quand même, beaucoup de choses se passent de nuit. Pour nous, ça rentrait aussi un peu dans cet univers un peu spatial, en tout cas. Là, j'ai une remarque d'une personne dans un cinéma qui dit « Bravo pour cette très belle illustration du triangle dramatique de Karpman ». Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne l'ai jamais vu aussi bien illustré, c'est très parlant, et merci pour toutes ces subtilités, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Alors, attendez, redites-moi, c'est quoi le... Bravo pour cette très belle illustration du triangle dramatique de Karpman. Karpman. Si vous voulez nous expliquer un peu, monsieur, madame. Qu'il nous renvoie par SMS des détails, peut-être la fiche Google. Mais merci en tout cas. Oui, bonjour. Merci pour le film. Et, vous avez parlé de films de personnages, de films social. Je ne sais pas si on peut appeler ça politique, mais à un moment, on parlait des déchets nucléaires et je ne sais pas quel est l'employeur, je pense que c'est EDF ou Enedis, je ne sais pas. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses un peu louches, en l'occurrence l'emploi de sociétés de sous-traitance, la main-d'œuvre, tout ça. Donc c'est un sujet très sensible et je voulais savoir votre rapport par rapport à tout cela. Merci. Mon rapport à la sensibilité du sujet ou mon rapport total Totalement, ok. Alors, comme je disais, ça part quand même d'une colère de se dire ça se passe ici. Oui, en fait, le nom de l'agence ne porte pas exactement le vrai nom de l'agence qui gère les déchets nucléaires en France. C'est l'Andra. Qui s'appelle l'Andra. Mais oui, il y a des... Moi, j'ai grandi dans le coin, il y a des légendes urbaines, je vais les dire
je vais les dire, qui ne sont selon moi pas des légendes urbaines. Non, et après, en effet, sur toutes ces histoires de sous-traitance, en effet, il y a énormément de sous-traitance. Et on sait à quoi aussi, légalement, ça peut servir de dire que c'est de la sous-traitance. Et ça permet de faire exactement ce qui se passe avec Tony, c'est-à-dire de se déresponsabiliser. Et donc, évidemment que nous, comme vous l'avez dit, vous avez dit aussi le terme politique, il y a aussi, évidemment, cette grosse dimension qui est c'est quoi le travail aujourd'hui ? C'est quoi le travail pour les jeunes ? Et donc, évidemment, nous, on parle aussi, parce qu'il y a les déchets nucléaires, mais il y a le Burger King, il y a aussi le fait de ne pas avoir de boulot, et qu'en effet, quand même, on a aussi, moi, j'ai l'impression... Là, ce qui est très marrant, c'est que moi, je commence à faire pas mal d'avant-premières, et là où je suis un peu choqué, c'est que là où j'avais l'impression de parler de la jeunesse d'un endroit très particulier, moi, je me balade partout en France en ce moment, et on me dit, mais c'est partout pareil. Et là où je me disais c'est un problème de la jeunesse de la Diagonale du Vide, non, c'est un problème de la jeunesse tout court. Qu'est-ce qu'ils ont pour s'en sortir ? Et c'est de plus en plus compliqué. Et en effet, sur les poubelles nucléaires, par exemple, moi évidemment, le chantier de Bure, donc, dont le dernier lieu, on va dire, représente évidemment ce lieu-là, je peux pas dire que... Je sais pas, moi, s'il y a des gens qui ont disparu dans les chantiers de Bure de manière illégale. Non. Par contre, ce que je sais, c'est que quand le chantier de Bure a commencé, ils avaient dit que ce sera un chantier hautement sécurisé, il n'y aura pas de mort sur le chantier. On en est à 2. Et ce qui est assez incroyable, d'ailleurs, c'est qu'avant-hier, moi, je suis allé faire une avant-première à 3, et qu'il y a une personne qui m'a dit... c'est un de mes amis qui est mort sur le chantier de Bure, et il ressemblait énormément à Daniel. Ça m'a fait très bizarre quand il m'a dit ça, forcément. Et le truc, c'est que, par contre, les constructions du Digue du Lac, tout ça, c'est une question. Voilà, les légendes urbaines sont aussi, mais de la même manière qu'on a toujours entendu parler des travailleurs sans papier qui disparaissent aussi dans la fabrication des autoroutes. Enfin voilà, je veux dire, c'est une réalité. Enfin voilà. Après, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit sur les déchets nucléaires, c'est juste qu'on sur des gens qui pourraient disparaître ou pas, en fait, voilà, on peut imaginer que ça peut s'appliquer. Et puis après, pour aller dans leur sens, finalement, il n'a pas disparu, puisqu'en fait, il est en cure. Voilà. Donc en fait, ils n'ont rien à se reprocher. Tout va bien. Et voilà. Et donc je disais, mon rapport, c'est la colère. Et en même temps, évidemment que là, je vous en parle à vous, mais en fait, moi, pour faire ce film, je me suis fait extrêmement discret auprès de cette agence parce que j'avais extrêmement peur qu'en fait on m'empêche de faire le film. Prenez le micro, madame, on ne vous entend pas. Il y a juste une question avant. Après, si c'est lié. Précisément, est-ce que l'autorisation était facile à obtenir ? Non, tout ce que vous voyez est faux. En fait, on n'a pas tourné là-bas. Et justement, parce qu'à un moment, on peinait tellement à trouver les lieux qui pourraient ressembler qu'on nous a dit pourquoi on ne leur demande pas ? Et en même temps, c'est vrai, on ne dit pas tant de mal que ça, quoi. Et on a dit, mais clairement pas, quoi. On s'est dit, mais s'ils savent qu'on existe, il est aussi possible que c'est des lobbies qui sont tellement puissants qu'on avait très peur surtout qu'on nous retire du financement. Donc tout est faux. En fait, si vous me tendez une perche, allez. Non mais non mais le truc en gros c'est que si vous voulez, quand ils sont en train de se balader au milieu des grands cubes, ça en fait c'est des panneaux de 2,50 m sur 2,50 m en polystyrène sur lesquels il y a de la colle à carrelage et on en avait 20. Donc on a fait un jour où ils se baladent dans les couloirs, un jour où ils sont dans le grand cube, et un jour, enfin on a fait ça sur plusieurs jours, mais bon bref. Et le jour où il y a l'accident, on les a mis les unes, quand on a l'impression qu'ils sont dans le grand cube, en fait non, il n'y a qu'une paroi, il n'y a que 2 petites parois, quoi. On a accès pour pas que vous voyez ce qu'il y a autour. Et par contre, tout le reste, c'est de la duplication avec des effets numériques. Le cinéma, quoi, c'est super. Voilà. Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais vous dire que j'ai trouvé le film très beau. Merci. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça. J'avais l'impression qu'il y avait un travail sur les couleurs. Ouais.
Et je voulais savoir si déjà c'était intentionnel et si ensuite, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé dès le début ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure Oui, ça c'était très clair. Et il fallait aussi marquer un petit truc aussi de différence entre Saint-Dizier qui était... Voilà, il y a ce côté un peu... Alors, c'est quelque chose qu'on a travaillé au début, mais c'est quelque chose qu'on a encore intensifié et qu'on a même un peu changé une fois que le film était fait et qu'on était en montage. Et qu'en fait, on a trouvé un peu l'identité du film. Ce qui était sûr, c'est qu'avant de commencer, bon, comme je disais, on était dans des couleurs... On était déjà... on était souvent dans le noir, on était beaucoup de nuit, et qu'il y avait quelque chose d'un peu terne, et qu'il y avait évidemment... Moi, Saint-Dizier, c'était une manière à la fois de se dire... Il y a une forme de mélancolie aussi dans le paysage. Il y a aussi l'idée de se dire, et on peut le sentir d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est quand même une ville qui est un peu restée dans ce qu'a été sa grandeur jusqu'au début des années 80 et que ça s'est un peu arrêté à ce moment-là. Et donc ça, il était important aussi de nous rendre le film un peu intemporel à ce moment-là. C'est-à-dire de se dire, voilà, il faut un peu une esthétique de film des années 80, l'architecture de la ville renvoie un peu à ça, et on va garder ces couleurs-là, on va garder ces couleurs grises, et en même temps, on va essayer de leur donner une beauté. Moi, il était hyper important que le film ne soit pas misérabiliste. Il était hyper important que Dan, Mika et Tony ils soient beaux et qu'en fait la ville, même si c'est une ville qui a souffert, elle soit belle. Parce qu'en fait, moi, je l'aperçois comme ça. Et il y avait le contrepoint un peu des déchets nucléaires et des poubelles qui, elles, là où Saint-Dizier était un peu la ville du passé, il y avait un peu, fallait montrer une vision un peu futuriste et un peu fantasmée de ce lieu, de ces lieux qui en effet sont extrêmement... l'ultra opposé de Saint-Dizier et pour en fait abriter quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc tout ça a été un peu travaillé. Et aussi là où ça a été travaillé en termes de couleurs, c'était comme on l'a dit, nous ce qu'on avait aussi beaucoup aimé faire avec Claude par exemple quand on a fait Petit Paysan, c'était se dire ok, on va prendre le milieu agricole, on va l'emmener aux antipodes de ce qu'on peut attendre de la représentation du milieu agricole. On va l'emmener dans les films de genre, on va l'emmener, c'est un drame certes, mais on va l'ornier vers le thriller agricole, vers le fantastique. Météor, c'était la même chose. On partait du buddy movie nocturne, on va dire, et puis on va basculer dans le drame social. Et surtout, et nous on le décrit comme ça, le film, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié racontée comme une histoire d'amour. Il y a tous les codes du film sentimental, on va dire. Et en même temps, plus on avance sur la fin, plus on avance dans le polar, plus on s'enfonce dans la nuit et dans les lumières nocturnes, et plus on lorgne aussi vers la science-fiction quand on descend dans les tunnels de Bure. Et là aussi, on a travaillé un peu cette esthétique-là, en se disant aussi que quand on alterne dans les points de vue entre Tony dans le Burger King, qui est très rouge, qui est très marqué, et les tunnels de Dan, qui sont très bleus, bah voilà, ce côté extrêmement affirmé dans le genre, on y va, quoi. Alors juste avant de prendre une autre question, le triangle de Karpman, donc c'est sauveur, persécuteur, victime. Donc en fait, c'est la relation complexe entre Dan et Mika. Et Mika. Très bien. Bah, je vais analyser un peu plus longuement du coup ce schéma alors. Très intéressant. Karpman. Ok. Je vais regarder. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup de venir nous présenter votre film qui m'a bouleversée et que j'ai particulièrement aimé parce que ça soulève effectivement beaucoup de sujets sans asséner quoi que ce soit, ce qui est quand même, je trouve, le trope de beaucoup de films et de séries en ce moment. J'en peux plus de ces films qui prennent les spectateurs pour des abrutis, hein, très clairement. Et moi, j'ai voulu particulièrement voir ce film à cause du casting, enfin grâce au casting. Pour moi, vraiment, ces trois acteurs, ce sont des météores, justement, dans le PAF, actuellement. Et notamment parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas branchés sur les mêmes fréquences que nous. Et ils ont quelque chose qui me fascine. Du coup, ma question, c'était, est-ce que vous les avez... vous avez tenu à ce qu'ils respectent à la lettre le scénario, ou est-ce qu'il y a eu quand même de la liberté dans les dialogues? Parce que notamment, j'ai déjà rencontré plusieurs fois Paul Kircher, et comme je suis comédienne également, on a parlé un peu des trucs, et il me disait oui, moi,
le scénario, oui, je le lis, puis après, je l'oublie. Enfin, je fais mon truc, quoi. Et moi, je suis incapable de faire ça. Donc, c'est pour ça que je me posais la question de la liberté qu'ils avaient. Mais quel gros mytho, Paul Kircher. Le gars, il s'en fout du scénario. J'ai jamais vu ça. Le mec est hypermnésique. Vous lui faites lire 10 pages de scénario. Lui, en 3 secondes, il a appris les répliques, mais aussi celles des autres personnages. Mais il est hypermnésique. C'est même, on dirait une photocopie, le mec. Il scanne le truc, et on peut le ressortir à l'infini. Mais non, je plaisante. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que nous, quand on a vu ce qu'il nous offrait, on a un peu bougé le scénario. En fait, c'est bizarre parce que, en fait, à la fois, on n'a pas vraiment changé les répliques, mais par contre, on s'est nourri de ce qu'ils nous ont donné, mais énormément. Et par exemple, la séquence où ils chantent, Paul et Idir chantent, par exemple, nous, dans le scénario, là, il y a juste écrit « Mika et Dan chantonnent en rangeant leur appartement ». Eux, ça faisait 4 semaines, tu vois, pareil, parce que dans leur problème d'hypermnésie de Paul Kircher, c'est que, je l'appelle Spotify. Le mec connaît toutes les paroles de chansons de toute la Terre, en fait. C'est même délirant. Et donc, du coup, ils sont fans de Maître Gims, tous les 3. Et donc, en fait, les gars chantaient H24. Et donc, c'était hyper beau. Et à un moment, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une séquence où ils chantent, en fait, quoi. Et ils ont un truc de eux deux, là, quand ils se mettent à chanter. Voilà, on est tous, on regarde ce qui se passe. Et voilà. Et en fait, ce que vous dites, c'est très clair. Nous, on l'a vécu comme ça. Et à un moment, je sais que quand on avait fait la première lecture de scénario avec Salif Cissé, Idir Azougli et Paul Kircher, le premier truc qu'avait dit Salif Cissé, c'était « Putain, mais on n'a absolument rien à voir les uns avec les autres. » Et à un moment, je leur ai dit « Mais c'est votre solitude qui va vous unir. » Et c'est vrai que quand vous dites que finalement, ils ne sont pas connectés sur les mêmes fréquences que nous, c'est tout à fait vrai. Et chacun dans leur style. Et en même temps, et c'est là que nous, en effet, quand on voyait on va dire l'espèce d'arc de fréquence, on s'est dit bon, ok, quand même là, on a quand même un gros pari sur l'alchimie, quoi. Et là, après, nous, on a fait la petite partie du travail. Eux, ils ont fait la grosse. Et voilà. Et même, je vais le dire, c'est que moi, je l'ai redit aux comédiens. Mais moi, je me suis senti extrêmement privilégié d'assister à ce qui s'est passé entre eux, la manière dont ils se sont appropriés leur rôle. Et aujourd'hui, si vous les mettez les 3 là. Vous avez le trio que vous avez à l'écran, là, il se reforme. Et même là, un peu plus, parce que forcément, Salif Cissé, il est très pris, il est beaucoup au théâtre et tout, donc je suis un peu plus avec Paul et Idir. Paul et Idir, c'est Mika et Dan. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont avec vous 5-10 minutes, puis après, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur bulle. Et même socialement, il y a un truc quand même marrant, c'est que Paul Kircher, bon, on sait d'où il vient du 18e arrondissement, c'est un enfant de la balle, comme on dit. Idir Azougli, c'est le pur produit des quartiers nord de Marseille. Salif Cissé, il vient de la Courneuve. Franchement, ces gars-là, s'il n'y a pas le cinéma qui les réunit, il y a vraiment très peu de chances qu'ils se rencontrent. Et je peux vous dire que quand vous voyez Paul, Idir et Salif, il n'y a aucun doute ça se voit qu'ils s'aiment. Et au moins ça, moi, ça m'a toujours donné un peu, ça me redonne un peu foi aujourd'hui dans notre civilisation, on va dire. J'ai juste une question, tu parlais du chant, de la scène chantée. J'ai une question d'un autre cinéma où une personne me demande c'est la musique, comment est-ce que vous avez choisi la musique? Alors, comme dirait Eric Lagesse, le distributeur du film, la musique c'était le gros chantier. Et en fait, moi là-bas, j'avais dit, je sais pas pourquoi, mais je veux pas bosser avec des compositeurs à l'image, je veux de la musique recyclée d'une certaine manière. Et en fait, la seule chose qui était certaine depuis le début, c'était qu'on voulait Jul. On voulait 7 chansons très précises de Jul. Donc je suis pas fou et tout, et même pour nous, là, c'était 7 musiques sur 7 séquences. Et donc ça, c'était un peu la grosse négociation, on va dire, du film, c'était il nous faut ce morceau. Et ensuite, pour le morceau de hip-hop sur lequel il chante, par exemple, ça c'est un truc que genre, ils connaissaient depuis 3 jours et qui sont arrivés le matin, qu'on avait besoin, qu'on n'avait toujours pas dealé les droits de toutes les autres musiques potentiellement qu'ils pouvaient chanter. Et à un moment, j'ai appelé le producteur, j'ai dit, ils sont en train de chanter ça, écoute, est-ce que c'est bon? Il a regardé le nombre de vues sur Insta, il a dit oui, c'est bon, allez-y, on se débrouillera. Et voilà, c'était parti. D'ailleurs, c'était trop marrant parce qu'ils étaient dire, quand on a fini de tourner la séquence, ils n'ont pas arrêté de me dire tous les deux, on est sûr que cette séquence, tu la coupes direct au montage. Ils étaient très contents de voir qu'en fait, on l'avait gardée. Et maintenant, Idir, même à la fin sur le générique, quand vous les entendez parler, il est en mode genre, il fait ah, mais je crois que les gens, je suis pas sûr qu'ils aient bien entendu que c'est nous qui chantons et tout. Je fais bon, détends-toi, tu vas pas faire non plus nouvelle star. Mais bref. Et pour tout le reste.
Bah là, c'est l'assistant monteur qui, à un moment, moi j'ai senti qu'il était extrêmement mélomane, et je lui dis bah tiens, si tu as des trucs à nous proposer en termes de musique, voilà, nous on cherche. Et donc il nous a sorti Maxime Denuc. Maxime Denuc, c'est celui qui fait toutes les musiques à base d'orgue. Donc, et d'un coup, on s'est rendu compte que voilà, quand on parlait de, à la fois, ça nous permettait. Il a fait 2 albums, enfin 3 maintenant, mais 2 albums. Un fait avec un orgue qui est à côté de Toulouse d'ailleurs, c'est un artiste toulousain qui vit en Belgique, bref, et qui en fait qui est hyper vivant en fait. C'est un truc qui a 400 ans et en fait ça se sent. Et en fait ça nous permettait vraiment d'avoir accès au mental de Mika, quoi. Moi, je trouvais que ça nous amenait ça. Et à la fois, il fait un autre truc avec vraiment. C'est un mec qui fait de la musique électro avec de l'orgue, quoi. Et que ça nous permettait aussi de faire un peu le pont entre passé et futur, quoi. Et ça, vraiment, c'était hyper jouissif sur le film, et ça emmenait le film ailleurs. En effet, moi, le plan de Dan qui marche avec cette musique comme ça qui reste. Enfin voilà, il y avait un truc de respiration et de truc vivant, quoi, qui marchait. Et il y a le monteur son aussi, en effet, qui nous a fait aussi quelques musiques parce qu'on avait des trous à des endroits, et je lui ai dit bah voilà, voilà, on est entre la musique et le montage son. Et enfin, il y a Pamela qui est au début, et ça, c'est l'assistant monteur qui au début avait ça et on l'avait mis dans le bowling. Et au début, nous, si vous voulez, la première séquence du film, elle devait pas être avec de la musique, ça devait être juste eux qui racontaient des conneries dans la voiture, comme on les voit fumer et tout ça. Et à un moment, avec la monteuse Julie Piccolo, on a entendu cette musique. On a dit vas-y, on va tester un truc sur le début, on va changer, quoi. Et à un moment, on s'est dit putain, mais tiens, la musique du bowling, elle est quand même pas mal, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que l'assistant monteur connaissait personnellement les gens du groupe qui n'avaient pas encore sorti les Pamela. Et donc les Pamela ont sorti leur album au mois de mars, alors que nous, on avait en gros les maquettes. Et donc tout de suite, on a dit mais c'est chambé, il faut absolument qu'on ait ça pour début le film. Ça nous fait rentrer dedans à la manière d'être dans l'esprit de Dan et Mika à ce moment-là, quoi. Donc il y avait une question ici. Bonsoir. Déjà, bravo, très beau film. Il faudra aussi féliciter Jacques Giraud pour cette image qui est vraiment magnifique. Ce sera fait. Petite question, vous avez fait le choix de présenter le film depuis la vue de Mika. Ouais. Est-ce que vous avez aussi imaginé le point de vue des autres personnages, ou vous êtes juste arrêté sur Mika? Et aussi, deuxième petite question, hein, c'est oui, juste ou un non, est-ce que avoir les droits de Jul musicaux, c'est compliqué ou pas? Alors, en fait, oui. Alors, en fait, non. C'est pas compliqué. C'est très cher, par contre. Mais genre, c'est... Et en effet, mais on le savait dès le début. C'est le mec le plus streamé de France, je crois, Jul. Donc, on le savait, et dont le genre est le plus populaire de France. Donc, bon, bref. Alors, on n'a pas pris une chanson qui était la plus connue, par contre. Voilà. Sauf que quand on a voulu négocier les droits, il venait de la reprendre dans son concert au Stade de France. Du coup, ses streams ont monté de 400%. Là, ça nous a un peu inquiétés. Mais en fait, ça va, c'est passé quand même. Donc oui, ça, c'est compliqué. Et en fait, là où c'est pas compliqué, parce que en fait, en vrai, il faut payer. Mais par contre, Jul, il est très clair. Il veut pas que sa musique, elle serve à illustrer des trucs où, il y a des séquences avec des armes, où il y a des gens qui se défoncent, où il y a des gens qui sont bourrés. Et donc nous, on lui a dit que... je pense qu'en fait, Jul, il est certainement... Voilà, il a pas envie que sa musique colle à cette imagerie-là. Donc nous, on lui a expliqué qu'en fait, c'était aussi une manière quand même un peu de dénoncer l'alcoolisme. En tout cas, c'était contre l'alcool. Et donc, parce qu'au début, on nous a dit « Ah, mais la musique, elle est quand même sur un passage où on voit un personnage qui fume un joint. » Et ça, ça a failli ne pas passer à cause de ça. Et puis on lui a bien expliqué que c'était quand même le propos, enfin à lui, à ses avocats plutôt. Et finalement, ça a été accepté. Et voilà. Et même maintenant, à ce qui paraît, il a liké une vidéo de Idi Razougli en interview. Voilà. Jul, si tu nous entends, tu es invité à l'avant-première, évidemment. Et pour le point de vue des autres personnages. Donc comme on disait, c'est que moi, Mika, c'était hyper important d'être avec lui parce que ça nous offrait ce regard sur l'autre, en fait. Et en effet, il y avait un problème de légitimité à se mettre dans le point de vue de Dan, puisqu'en effet, le point de vue de Dan, de sa souffrance intérieure, je ne le connais pas, je ne me sens pas légitime de le dépeindre. Et par contre, on y est un peu parfois. On y est...
on y est au début, en fait. On y est dans ce qu'on peut voir de lui, c'est-à-dire lui qui va chercher des verres pour picoler. Et puis, on est dans son point de vue un peu à la fin. Et par contre, là où on s'autorise, et vraiment, c'est un vrai moment dans le film, c'est quand on est dans cet espace mental où Tony nous fait ses aveux. Où là, on est quand même beaucoup plus dans le point de vue de Tony. Donc, on l'a fait, et c'est vraiment, on va dire, un chapitre précis, quoi. Voilà, dans le film. Encore une fois, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y avait tellement de thématiques que quand même c'était important d'avoir un peu un point de vue auquel s'accrocher. Et puis je crois que je suis un peu monomaniaque des points de vue quand même. Voilà. Et moi je voulais dire que ce qui m'a beaucoup touché aussi dans le film, c'est que ça aurait pu être un film funèbre, et ça l'est pas du tout. Et effectivement, il y a une thématique de la disparition dans le film, un fil rouge, Moby Dick, le chat, Dan qui finit, le corps de Dan qui disparaît, un peu dans les plis du film à la fin, dans ses flashbacks, dans les sous-sols, et puis il y a sa voix qui perdure et cette lettre, comme tu disais. Bravo. Merci. Merci beaucoup.